c'est la restitution de 5 ateliers, 4 thématiques et 1 transverse, qui va nous présenter ces thèses et ensuite, bien sûr, annoncer la tenue des autres ateliers courant juillet jusqu'au 15 août, date de finalisation des rencontres et de la finalisation également de la feuille de route qui va nous permettre ensuite de préparer le plan d'action pour la relance économique des différents secteurs qui avaient été identifiés. Donc sans plus tarder, je vous propose de donner la parole à M. le directeur général, suivi ensuite d'un débat sur à la fois les premiers bilans d'étapes qui ressortent des différentes discussions tenues au sein des ateliers et l'annonciation de la poursuite de la mise en œuvre de la feuille de route convenue ici. Merci, Monsieur le Wadi. Monsieur le Président du Conseil de la Région, Messieurs les gouverneurs, honorables assistants. Donc, comme l'évoquait Monsieur le Wadi, l'objectif de la réunion d'aujourd'hui est de faire un bilan d'étape par rapport aux ateliers qui ont été tenus jusqu'à ce jour dans le cadre du comité de veille économique régional. Donc, comité qui a été suite au très aux ordres de Sa Majesté le Dieu l'assiste pour préparer économique au niveau de notre pays et au niveau des régions. Donc dans le cadre de ce bilan d'étape, nous allons d'abord commencer par rappeler la démarche qui avait été adoptée par le comité de économique régional, présenter les ateliers qui ont été tenus jusqu'à ce jour, donc l'artisanat, le secteur de l'artisanat, du tourisme, de l'agriculture, de l'industrie et commerce et services, et puis un atelier transverse qui est celui du climat des affaires. Nous allons ensuite voir ensemble les bilans des mesures du comité de veille économique national qui ont été déployés au niveau de la région. Et enfin, finir avec le planning et les prochaines étapes à venir. Donc, pour rappel, la démarche qui a été adoptée par le comité de veille économique régional s'articule autour de 4 étapes. Donc, la première étape est une étape de diagnostic, d'identification de l'impact de la crise du Covid-19 sur les différents secteurs d'activité de la région, ainsi qu'au niveau provincial et local. C'est dans ce cadre-là qu'ont été programmés plus de 17 ateliers et ont été également intégrés 2 nouveaux ateliers suivant les recommandations de la première réunion du comité de veille économique régional, à savoir l'atelier de mobilité et l'économie solidaire. Donc l'étape 2 de la démarche consiste à recenser l'ensemble des recommandations et des mesures qui vont être à court, moyen terme et certaines à long terme, aussi bien au niveau régional que national, et à sélectionner justement celles que l'on pourra intégrer dans le cadre de la feuille de route régionale, dans le cadre de la relance économique. Donc c'est dans ce cadre-là qu'ont été planifiés des ateliers avec l'ensemble des partenaires locaux, donc l'ensemble des directions régionales, des associations professionnelles, les chambres, les acteurs de l'écosystème entrepreneurial, etc. Donc, la troisième étape consiste au déploiement de la feuille de route régionale, donc avec un plan d'action qui sera défini et un pilotage qui sera assuré dans le cadre du comité de veille régional. Et puis la dernière étape dans le cadre de la démarche qui a été adoptée, c'est donc une étape de bilan, d'enrichissement et d'ajustement en cas de besoin. Par rapport au planning, donc le planning qui avait été adopté dans le cadre de la première réunion a été respecté, avec l'intégration, comme on a évoqué ensemble, de 2 ateliers, donc l'atelier d'économie solidaire et de mobilité. Donc l'objectif, comme on l'a évoqué ensemble aujourd'hui, est de présenter et de restituer, on va dire, le contenu des 5 ateliers qui ont été tenus à ce jour, donc 4 sectoriels et 1 transverse, et donc de voir ensemble ce qu'on en est, poursuivre la tenue des ateliers, notamment provinciaux, sous la présidence et la supervision de M. le gouverneur, pour tenir compte, comme on l'a dit en introduction, de la spécificité de chaque province dans le cadre de l'analyse de la relance de l'activité de la région. Donc, juste pour rappeler, avant de rentrer dans le cadre de chaque on va dire, atelier sectoriel et transverse, rappeler quelques indicateurs clés de la région. Donc, notre région est le 4e PIB au niveau national, donc avec une contribution de 9,3%. Avec une prédominance du secteur tertiaire au niveau du PIB régional, qui contribue à hauteur de 64%, suivi du secteur primaire à hauteur de 22%, et secondaire à hauteur de 14%. Avec une contribution forte du secteur primaire dans la valeur ajoutée nationale à hauteur de 15,2%. Côté emploi et chômage, donc nous avons la région 75 a le 3e taux le plus bas au niveau national, qui est de 6,3%, donc derrière la région de Drac-Villette, c'est devenu Milan-Sénéfra. En termes
termes d'investissement public, nous sommes donc la deuxième région en termes d'investissement public, avec une part de 12,7% du budget général. Derrière, donc, Tanger et Tétouan-Toussaïma, avec une contribution en termes d'investissement public de 17,9%, et de Rabat-Salé de l'ICRA à hauteur de 12,1%. Donc, nous allons maintenant nous attarder sur la restitution des ateliers. Donc, j'en profite aussi pour remercier l'ensemble des personnes, des services qui ont participé donc, aux ateliers qui ont été organisés et qui ont permis d'enrichir les travaux du comité de veille économique régional, donc à travers leurs interventions, et également à travers les rapports et les canevas qui nous ont transmis, qui nous ont permis justement d'avoir une idée plus précise et plus chiffrée de l'impact de la crise, mais également de recueillir leurs mesures de recommandation qu'on espère pouvoir déployer dans le cadre de la feuille de route régionale. Nous allons commencer par le secteur de l'artisanat, qui est rappelé quelques indicateurs clés du secteur. Donc, tous les indicateurs qui sont présentés sont les indicateurs au niveau de la région Cassintas. Donc, l'artisanat au niveau de notre région contribue à hauteur de 12,8% dans le PIB du secteur de l'artisanat national. Donc, en termes de chiffre d'affaires déclaré, le chiffre d'affaires qui a été déclaré en 2019 est de 94,8 millions de dirhams, avec une contribution à l'IS de 0,37%. Bon, il faut quand même se rendre compte que ces valeurs sont assez éloignées de la réalité, parce que on sait tous que le chiffre d'affaires, on va dire, estimé du secteur est plutôt de l'ordre de 10,3 milliards de dirhams, sur le données de la direction régionale de l'artisanat, avec 67% réalisé par la ville de Fès et 198 millions de dirhams dans le secteur rural. Donc ça montre en fait surtout ce décalage entre le chiffre d'affaires déclaré et le chiffre d'affaires réel, le poids du secteur informel dans ce secteur, puisqu'on sait que les artisans ne sont pas organisés en société et que donc les déclarations ne reflètent pas l'état réel du secteur. Par ailleurs, le chiffre d'affaires à l'export du secteur de l'artisanat régional est de 66 millions de dirhams, qui est réalisé exclusivement donc, par la ville de Fès, donc notamment vers l'Union européenne, enfin, les pays de l'Union européenne et les États-Unis. C'est un secteur donc, qui emploie près de 123 960 artisans dans l'art et la production, dont 64% d'eux sont situés au niveau de la ville de Fès et qui sont spécialisés dans des métiers divers, donc notamment les vêtements, fabrication de vêtements à hauteur de 37%, le bâtiment traditionnel à hauteur de 14%, la maroquinerie à hauteur de 15% ou encore le bois à hauteur de 13%. Donc, juste rappeler aussi quelques indicateurs de chiffres clés par rapport à l'atelier qui a été tenu. Donc, l'atelier a connu, la... Voilà. Donc, l'atelier a connu la participation de 13 personnes. Plus de 5 entretiens individuels ont été menés. 6 canevas et fiches d'information ont été renseignées et analysées. Et près de 32 mesures, que ce soit des cours moyen terme ou long terme, ont été proposées dans le cadre de cet atelier. Donc en termes d'impact, le taux d'arrêt d'activité qui a été mesuré pour le secteur de l'artisanat au niveau de la région pendant la période de la crise Covid-19, donc sur la période mars au mois de juin, est un taux d'arrêt d'activité de 100%. Donc notamment en raison de la fermeture de l'ensemble des espaces de production et de commercialisation. Il y a également eu donc, un arrêt de l'ensemble des artisans dans l'art et la production, notamment, on a les chiffres pour la ville de Fès, donc 78 000 artisans à Fès, donc 36 000 dans l'ancienne Médina ont arrêté leurs activités durant cette période. Cette période a également connu une suspension de l'importation des matières premières et l'exportation des produits finis. Comme un autre impact qui a été mesuré, donc est l'annulation des événements liés à l'artisanat, aussi bien les foires nationales qu'internationales. Parmi aussi les impacts qui ont été mesurés, donc une baisse du chiffre d'affaires, on va se concentrer sur la ville de Fès, qui a connu une perte donc, de 1,7, on va dire environ milliards de dirhams dans cette période de confinement, selon les données on va dire qui sont réelles et non pas les chiffres déclarés, et une baisse des exportations de 68% pour la ville de Fès pour les mois d'avril et mai, en comparaison par rapport à la même période en 2019. Parmi les autres points qui ont été importants et notés dans le cadre de l'impact de la crise, c'est l'arrêt des formations pratiques dans les différents centres et espaces de formation, donc apprentissage résidentiel, formation continue et autres. Et depuis, on va dire, la fin du confinement, donc, il y a eu une reprise timide pour quelques activités de service, comme les activités de mécanique, tôlerie,
et notamment en raison d'une faible demande intérieure et une forte dépendance, comme on le sait tous, de ce secteur par rapport au secteur du tourisme. Donc, parmi les autres impacts qui ont été mesurés, notamment la péremption des stocks de matières premières et des produits périssables et l'augmentation des prix de matières premières, notamment importées, donc notamment en raison de la difficulté de s'approvisionner. La baisse des exportations de 57% au titre du deuxième trimestre 2020, donc en comparaison par rapport au deuxième trimestre 2019, alors qu'on était par rapport à ce secteur sur un trend positif avec une augmentation à deux chiffres, donc de 98% au premier trimestre 2020, toujours en comparaison par rapport à la même période en 2019. Et autre, on va dire, impact fort qui a été mesuré, c'est l'accumulation des dettes fournisseurs et des dettes clients et une dégradation de la situation financière des artisans, notamment en raison du cumul d'un certain nombre de charges, notamment les charges fixes. Parmi les mesures et les recommandations qui ont été formulées, donc il y a eu plus de 32 propositions, donc sur des, on va dire, sur des axes assez complémentaires, donc comme l'innovation, la formation, le financement, la modernisation des infrastructures et des techniques de vente. Donc on ne va pas tout expliquer parce que ça prendrait peut-être un peu de temps, juste vous donner quelques, on va dire, quelques mesures, recommandations phares, sachant bien évidemment que vous aurez l'exhaustivité des mesures, on vous transmettra après cette réunion-là le document en support de la réunion. Donc parmi les mesures qui ont été, on va dire, remontées, le déploiement des plateformes dédiées à l'octroi des crédits d'honneur au niveau de la file de thèse, donc thèse initiative, et la ville de Tsaonet, donc Tsaonet Initiative, donc en coordination avec les services de l'ADS. Donc les artisans qui sont intéressés pourront bénéficier de ces crédits d'honneur pour financer leur projet de développement d'activité. Il y a également comme autre mesure intéressante qui a été proposée l'encouragement des coopératives dans le domaine de l'artisanat à s'inscrire dans les plateformes de commerce électronique créées par l'ADS. Et ça, effectivement, ça permettra de lever un des problèmes obstacles importants qui a été remonté, qui est l'exclusivité du canal de vente physique, classique, pour les artisans. Et donc la mise en place de nouveaux canaux de vente digitaux via l'e-commerce pourront permettre de surmonter cet obstacle. Donc parmi les autres mesures aussi, l'organisation de sessions de formation relatives aux procédures de soumission au marché public, donc pour les artisans, donc pour permettre aux artisans de soumissionner aux projets lancés par l'ADR et d'autres organismes en cas d'autres chantiers. L'organisation du produit artisanal, donc en créant un label 100% handmade, par exemple FestTQ ou bien Festmakeness Region par exemple, qui va permettre d'assurer la qualité des produits, leur provenance et témoigner du savoir-faire régional. Donc bien sûr, ce label devra être validé auprès du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Et également la mise en place, en partenariat avec les centres commerciaux, les grandes surfaces, les établissements touristiques classés, les gares ferroviaires, l'aéroport de Prestace, de manière plus générale, tout lieu d'exposition important. Donc la mise en place de partenariats pour bénéficier d'espaces d'exposition et de vente des produits artisanaux à des conditions préférentielles. Ça, c'est des exemples donc, au niveau des mesures qui peuvent être déployées au niveau de la région sur un horizon pour moyen terme. Donc d'autres mesures, on va dire, également ont été évoquées, donc, comme le lancement de campagnes de communication, de promotion grand public pour valoriser le produit artisanal régional, l'organisation de sessions d'information concernant le plan de reprise d'activité artisanale post-Covid, qui sera préparé par le ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Économie sociale. Donc d'autres mesures, on va dire, qui vont être plus sur un moyen et long terme, comme la création d'une plateforme régionale de e-commerce dédiée à l'artisanat. Donc un projet qui sera piloté par l'ADS en partenariat avec le conseil régional, les directions d'artisanat, la chambre, etc. Donc la création d'un réseau d'experts volontaires pour assurer la formation des artisans sur le volet du e-commerce, du marketing digital. La création de centres de petites entreprises solidaires au niveau de chaque province de la région Cassis-Meknès, s'inspirer du centre qui a été réalisé au niveau de la ville de Fès. La création du central d'achat régional pour aider les artisans à obtenir des prix négociés sur les matières premières. L'adaptation des offres de financement, notamment le volet déclaration sur l'exercice de l'année M-1, pour permettre aux artisans qui ne sont pas encore inscrits au statut auto-entrepreneur ou qui souhaitent y adhérer, de bénéficier des nouveaux produits lancés, donc des prêts auto-entrepreneurs, relance les deux, etc. C'est un point qui a été souvent remonté et c'est vrai que les artisans à ce jour ne sont pas éligibles à ce type de produit de financement, qui permet quand même d'avoir des conditions très préférentielles durant cette période de crise et qui permet justement de surmonter un certain nombre de charges, de préparer la relance. Donc aujourd'hui, les artisans ne sont pas éligibles à cause des conditions d'accès. Comme je disais, notamment le fait qu'il faut qu'ils fassent une déclaration sur l'exercice de l'année N-1. Donc voir si c'est possible justement
mise en place de dispositifs d'aide à la modernisation des locaux, des équipements et des entreprises artisanales. Au niveau national, sur le long terme, certaines recommandations ont été faites, comme la mise en place de plateformes diversifiées chez les artisans, les coopératives, les PME, les TPE, donc à travers la maison de l'artisan. La mise en place de mesures spécifiques, ça c'est pour le volet social, au secteur pour généraliser l'inscription à la CNSS et à l'AMO des artisans. Donc l'instauration d'une aide à l'embauche d'un premier salarié ou d'un salarié supplémentaire pour les détenteurs de certificats et de diplômes des établissements de formation professionnelle. Ou encore, l'organisation de formation à distance pour les apprentis et les stagiaires des établissements de formation professionnelle de l'artisanat. Donc à travers la plateforme, il existe aujourd'hui une plateforme qui s'appelle nalem.artisanat.gov.fr. Et enfin, donc, comme on l'avait évoqué, l'assouplissement des conditions d'accès aux offres de financement par la CCG. Nous allons maintenant ensuite voir ensemble donc, la restitution pour le secteur du tourisme. Alors, quelques chiffres clés, quelques indicateurs clés par rapport au secteur touristique au niveau de notre région. Donc la contribution de la région à hauteur de 8,5% du PIB du secteur touristique national. Donc le chiffre d'affaires qui est déclaré en 2019, on est de 349 millions de dirhams, avec une contribution à l'IS de 0,86%. La région comporte en termes d'unités 383 établissements d'hébergement, 44 restaurants classés, plus de 300 restaurants non classés, 82 agences de voyage, 131 sociétés de transport et plus de environ 600 lits. La capacité litière de la région est de 19 684 lits. Et le nombre de salariés affiliés à la CNSS à fin février 2020, donc surtout pour la partie hébergement et restauration, est de 10 845 salariés. Donc par ailleurs, la région a compté 879 483 arrivés en 2019, dont 67% dans la ville de Fès, en provenance de divers pays, la France à hauteur de 8%, l'Allemagne 6%, les États-Unis 5%, la Chine 4%. On se rappelle tous que la mise en place de la nouvelle liaison aérienne entre le Maroc et la Chine en 2019 a permis de booster le tourisme sur cette destination et d'améliorer le trafic entre le Maroc et la Chine. Donc, par ailleurs, Fès abrite 44% des établissements hôteliers de la région, donc, suivi de Meknès à hauteur de 20% et Ifrane à hauteur de 17%, donc, suivi des autres provinces à des proportions un peu moindres, donc entre 5 et 6%. Donc d'autres indicateurs montrent la nécessité de déployer, de continuer en tout cas les efforts qui sont entrepris pour améliorer l'attractivité touristique de la région. Donc parmi ces indicateurs, la durée moyenne de séjour, donc qui est de 1,82 jours, c'est la durée moyenne qui a été constatée en 2019, ce qui reste quand même relativement faible par rapport on va dire, à l'ensemble des circuits et des potentialités qu'offre la région. En termes de taux d'occupation, donc la ville de Fès est à un taux de 42%, la ville de Meknès est à un taux de 27%, ce qui est quand même un peu en dessous par rapport à certaines villes touristiques, comme Marrakech par exemple, qui est à 64% en moyenne sur l'année 2019, Agadir qui a un taux d'occupation de 57%, ou même Meknès qui est une ville touristique balnéaire avec des remplissages très limités dans le temps, qui a un taux d'occupation de 27%. Par ailleurs, dans le cadre de développement des activités touristiques, il a été noté que 56 projets sont en cours de réalisation actuellement, donc pour une enveloppe globale de pour un investissement global de 1,7 milliard de dirhams, ce qui va permettre d'améliorer la capacité litière de la région de 4 444 lits additionnels, tandis qu'il y a 57 projets qui sont en cours d'instruction, pour une enveloppe et un investissement global de 943 millions de dirhams, et qui permettront également, lorsqu'ils sont concrétisés, d'améliorer la capacité litière de la région de 4 220 lits supplémentaires. Donc juste quelques chiffres clés par rapport à l'atelier du tourisme. Donc, il y a eu 14 participants, et on les remercie à cet atelier. Plus de 3 entretiens individuels qui ont été organisés, 10 fiches d'information sur les canevas qu'on a envoyés, qui ont été renseignés et analysés, et 45 mesures qui ont été proposées sur des horizons court, moyen et long terme. Par rapport à l'impact global qui a été mesuré pour le secteur touristique, donc, il y a eu une baisse du nombre d'arrivées de 59% enregistrées sur les 5 premiers mois de l'année 2020. La baisse également du nombre de nuitées enregistrées de 59% sur les 5 premiers mois de 2020. Donc la crise, il faut aussi noter que la crise coïncide avec le début de la haute saison pour notre région, qui est donc début mars. Donc il a également été noté en termes d'impact financier sur les opérateurs touristiques l'obligation de rembourser des clients de l'Union européenne, donc qui est une
passer par des sites de réservation en ligne. Les difficultés qu'éprouvent notamment les guides, comment éprouver les guides, puisqu'ils ne sont pas affiliés à la CNSS et à d'autres organismes de sécurité sociale, ainsi que les transporteurs touristiques qui ont justement des difficultés par rapport aux crédits importants et des investissements qui ont été faits pour l'acquisition des moyens de transport. Donc en termes d'impact pendant cette période de crise, il y a eu un taux d'arrêt d'activité noté de 100% pour l'ensemble des opérateurs du secteur pendant la période de crise. Que ce soit des unités d'hébergement, les restaurants, les agences de voyage, les sociétés de transport et les guides, avec une baisse attendue en 2020 de 75% du chiffre d'affaires au niveau de la région, donc avec une prévision d'1 milliard de dirhams environ pour 2020 à 274 millions. Il y a également eu donc, une estimation de la baisse du chiffre d'affaires du secteur pour l'année 2021, puisque les impacts se font pas extrêmement ressentir pour 2020, mais également pour 2021, donc baisse estimée à 49%. Il y a également plus de 50 projets qui sont suspendus, projets liés à l'investissement touristique, qui ont été suspendus pendant la période de confinement, donc pour un montant d'investissement estimé à 335 millions de dirhams. Donc la crise a également eu un impact en termes d'emploi au niveau de la région, donc pour les employés du secteur touristique, avec près de 12 200 emplois directs qui ont été impactés donc pour les villes de Fès et Meknès, et environ 33 000 emplois indirects entre les villes de Fès et Meknès impactées pendant cette période. Donc la relance, donc on va dire la réouverture des établissements a été amorcée donc, après la période de confinement, mais les opérateurs estiment quand même une réduction de près de 50% de leur chiffre d'affaires post-confinement, en raison notamment donc, des mesures de distanciation et de prévention sanitaire qui sont adoptées dans le cadre de la lutte contre la crise du coronavirus. Alors, plus de 45, on évoquait ensemble tout à l'heure, mesures ont été on va dire, énoncées dans le cadre de la relance du secteur touristique. Alors, certaines sont liées au volet social, par exemple comme le prolongement des indemnités de la CNSS de 3 mois, d'une durée de 3 mois après l'ouverture des frontières et des principaux marchés émetteurs, puisque la relance du secteur en grande partie s'appuie sur l'ouverture des frontières. Il y a également un volet, donc je ne vais pas pouvoir tout les citer, mais il y a également certaines mesures liées au volet fiscal, donc comme revoir les modalités de calcul de certaines taxes au prorata de l'activité, donc jusqu'à la réouverture des frontières. Donc, vous aurez le détail des propositions qui ont été faites. La suppression de certaines taxes, il a été suggéré la suppression de certaines taxes comme la taxe professionnelle, donc par exemple pour les guides, les transporteurs, les opérateurs dans la restauration, les agents de voyage, les hôtels et les maisons d'hôtes. La réduction et l'exonération de certaines taxes également, donc comme réduire de 50% la vignette des véhicules professionnels du secteur jusqu'à fin 2022, ou encore par exemple l'exonération de la TVA pour les loyers et les redevances de la gestion locative sur la période donc, de fin mars, début avril à fin d'année, et mettre la mise en place d'un fonds d'aide aux locataires. Donc toujours sur le volet fiscal, parmi les mesures qui ont été recommandées, la suspension par exemple des contrôles fiscaux et de l'APD jusqu'au 31/12/2021. Donc, ça reste bien sûr des mesures de recommandation qui ont été formulées par une grande partie des opérateurs du secteur et qui pourront bien sûr faire l'objet d'un arbitrage en cadre du comité. Donc, parmi les mesures, alors plus sur le volet financement, donc la mise en place pour les ménages d'un crédit vacances avec un taux préférentiel, ou encore donc, la mise en place au profit des collaborateurs des entreprises privées et publiques d'une subvention, donc de type chèque voyage. Donc la mise en place, toujours sur le volet financement, donc de lignes de crédit bancaire, par exemple, pour l'ensemble des opérateurs ou certains spécifiques pour les guides avec des taux préférentiels, donc avec des suggérés un taux d'1,7%. Donc revoir également les taux appliqués pour le financement de la trésorerie, donc dans le cadre de Daman Oxygène, donc avec un taux de 1,75%, avec un stade aussi appliqué pour le secteur agricole, avec une hauteur maximum de 30% du chiffre d'affaires réalisé donc, durant l'année 2019, une possibilité de rembourser sur une période de 5 ans. Donc, parmi les autres mesures qui ont été, d'autres recommandations qui ont été énoncées, donc l'assouplissement des horaires des activités d'animation pour les prolonger à 4 h du matin au lieu de 3 h du matin, le règlement des assurances mutualistes et au prorata de l'activité 2020, l'octroi de subventions aux professionnels pour baisser les prix on va dire, sur le volet hébergement, etc., afin d'encourager et développer le tourisme intérieur. Mais également d'autres mesures à plus long terme, comme par exemple sur le volet financement, la relance du fonds Rénovotel, avec
avec un taux préférentiel de 1,7% avec des critères un peu plus souples et allégés. Sur le volet investissement, donc repositionner la ville, la région, en tout cas plutôt, sur le segment du tourisme d'affaires. Donc c'est un segment qui n'est pas encore assez développé au niveau de la région. Donc ça passera forcément par le développement de l'infrastructure comme des centres de conférences, centres de congrès. Le développement, bien sûr, ça c'est plus sur le long terme, comme on évoquait, de nouvelles liaisons aériennes qui vont permettre justement de booster le trafic au niveau de la région. Et d'autres, donc, comme la mise en place d'un plan de relance et de promotion spécifique en coordination avec l'ONP et en concertation, bien sûr, avec les associations professionnelles de la région, pour mettre en valeur toutes les potentialités de la région, la Médina, etc., notamment pour les villes de Fès-Ignace. Et d'autres, donc, revoir aussi les stratégies qui ont été déployées jusqu'à ce jour pour le tourisme résidentiel, pour offrir, on va dire, un produit un peu plus adapté ou mieux adapté à la classe moyenne. Nous allons voir maintenant ensemble le secteur donc, de l'agriculture. Donc, quelques chiffres clés par rapport au secteur de l'agriculture. Donc, secteur qui contribue à hauteur de 15,2% dans le PIB du secteur agricole au niveau national et qui participe à hauteur de 21,7% dans la structure du PIB régional. Donc, secteur qui a généré en 2019 un chiffre d'affaires de 506 millions de dirhams, avec une contribution à l'IS de 0,97% et qui compte 12 869 employés salariés affiliés à la CNSS à fin février 2020, notamment spécifiquement pour le secteur de l'agriculture et de la sylviculture. Donc, nous avons au niveau de la région, comme on avait déjà évoqué, 30% de superficie agricole utile. Donc, qui est utilisé pour différentes filières de production, notamment des céréales à hauteur de 47%, ou encore des oliviers à hauteur de 26% et d'autres, avec une contribution forte de certaines filières végétales au niveau national, comme la cerise à hauteur de 80%, les prunes à hauteur de 66%, ou encore les oignons à hauteur de 54%. La filière animale au niveau de la région a également un point important dans le tissu national, puisque les bovins ont un poids de 16% dans le tissu national, et les ovins ont un poids de 15%, et un peu moins pour les caprins à hauteur de 7%. Concernant les investissements faits par le Fonds de développement agricole, donc le fonds contribue par nature, par sa nature en tant que levier d'investissement important dans le secteur agricole, qui a contribué en 2019 avec 1,05 milliard de dirhams au développement donc, des projets agricoles, dont 55% viennent du privé. Donc, secteur qui exporte. La région aujourd'hui exporte près de 74 000 tonnes de produits agricoles par an. Donc, notamment, on est leader national en termes d'huile d'olive et d'huile de vignon d'olive avec près de 20 000 tonnes. Et également les produits viticoles. L'huile d'olive et les huiles de vignon d'olive représentent 27% des exportations agricoles au niveau de la région. Sachant bien évidemment que les familles de produits agricoles exportés sont assez larges et diversifiées, puisqu'il y a également donc, tout ce qui est jus, nectar, conserve, cartes, cornichons, épices, herboristerie, plantes aromatiques et médicinales, fruits et légumes déshydratés, séchés, etc. Donc nous avons la chance au niveau de la région d'offrir quand même un panel assez large de produits agricoles à l'export. Donc quelques chiffres clés par rapport donc, à l'atelier d'agriculture, donc atelier qui a connu la participation de 15 personnes avec 4 fiches d'information et 4 canevas renseignés, près de 24 mesures qui ont été proposées court, moyen et long terme. En termes d'impact de la crise donc, sur le secteur de l'agriculture, au niveau des exploitations agricoles de la région compte 220 000 exploitations. Donc il a été noté une réduction de la main-d'œuvre au niveau de certaines exploitations de plus de 30%. En termes d'unités de valorisation et de transformation, où la région compte 726 unités de valorisation, dont 149 exportatrices, il a été donc, noté un maintien de l'activité avec une réduction des effectifs de main-d'œuvre de 30 à 50%. Notamment en raison des contraintes de mobilité. Au niveau des cultures annuelles, donc en dehors des problèmes de déficit pluviométrique ou autres qui ont été enregistrés, si on concentre uniquement sur la crise du Covid, donc il y a une réduction de la production céréalière de plus de 52%, qui contribue à hauteur de 25% de la production nationale attendue, donc avec un volume de production de 7,5 millions de quintaux. Mais la récolte est quand même relativement bien avancée, avec un taux d'avancement de 85% global. Au niveau des productions arboricoles, l'impact a été relativement faible, avec un bon état végétatif des plantations,
Même, il a été noté une augmentation de la production prévisionnelle de 10% par rapport à la campagne précédente. Donc, au niveau des filières animales, donc, il a été noté donc, une baisse moyenne de consommation locale au début de la crise, donc sur la période mars-avril d'environ 30%. Au niveau de la filière élevage et viande rouge, donc une forte baisse de la consommation, donc notamment due à la fermeture des restaurants, à la baisse du pouvoir d'achat, à la fermeture des souks, des ovins, bovins. Donc tout ça a fait justement que la filière élevage et viande rouge a été impactée par la crise. Au niveau de la filière agricole, donc, il a été noté une forte baisse de la demande qui a forcément impacté les prix et des perturbations qui ont été notées au niveau de l'approvisionnement des chaînes logistiques, notamment en raison des mesures de prévention sanitaire. Donc, par rapport aux investissements qui ont été faits au niveau des marchés et des marchés publics au niveau du secteur agricole, donc il a été noté qu'il n'a pas été, on va dire, perturbé en termes de paiement. Néanmoins, durant cette période de confinement, il a été procédé au paiement de 518 millions de dirhams par rapport au marché public qui avait été lancé avant la période de confinement. Il a quand même été noté une réduction de 50% des emplois durant cette période. Donc, par rapport au fonds de développement agricole, les investissements ont été diminués de moitié durant les 3 mois du confinement, donc la période mars-avril-mai. Donc une baisse de moitié, c'est près 55% de baisse. Au niveau des prix des produits agricoles, donc en dehors du début de la pandémie, les prix sont restés relativement stables, avec même une tendance à la baisse de certains produits dus à la suroffre. Donc il y a une variation moins 16 et plus 40% selon les types de produits. Au niveau des exportations, donc, il a été noté une baisse de la demande mondiale qui a forcément affecté les exportations, notamment pour les produits phares de la région, donc l'huile d'olive, qui a connu une baisse d'exportation de 73%, des produits viticoles, une baisse de 65%, et des produits type boissons, jus, nectar, avec une baisse de 58% sur la période de confinement. Néanmoins, il y a eu certains produits qui ont quand même connu une bonne performance à l'export, notamment les fruits et légumes déshydratés, avec une augmentation de 80%, et les plantes aromatiques médicinales avec une augmentation de 24%. Donc, par rapport à l'impact d'autres types d'impacts qui ont été mesurés toujours dans le secteur de l'agriculture, donc l'augmentation des frais de transport de la main-d'œuvre agricole à cause de la réduction du nombre de places disponibles par véhicule, donc des problèmes de mobilité au niveau des acheteurs et au niveau du transport des marchandises, donc forcément la fermeture des souks hebdomadaires qui a bloqué la commercialisation du bétail pour les éleveurs, la fermeture des cafés, des restaurants, des hôtels qui a impacté forcément la commercialisation des produits agricoles et généré une chute de prix. Et enfin, il y a aussi parmi d'autres impacts mesurés, donc le phénomène d'approvisionnement excessif, en tout cas massif, des citoyens au début du confinement, pour des raisons, on va dire, peut-être un peu de paranoïa ou de peur de manque de visibilité, on va dire, qui a induit donc, à une baisse de la consommation pendant le mois de Ramadan, qui a été notée par les agriculteurs. Par rapport aux mesures qui ont été énoncées pour le secteur agricole, donc il y a eu 24 mesures énoncées. Parmi elles, notamment, la mise en place du programme de sauvegarde et de protection du cheptel au titre de la campagne 2019-2020, l'ouverture des souks pour la commercialisation du bétail et de la volaille, donc la commercialisation des produits de terroir via le e-commerce comme nouveau canal de distribution et de vente. Il y a donc une convention signée avec Walid Mourali pour permettre la vente en ligne des produits du terroir. Donc, les consommateurs peuvent également se procurer les produits du terroir en passant la commande en ligne sur le site qui a été lancé par l'ADA et Walid Mourali, qui livre donc ces produits-là, les produits du terroir, aussi bien au niveau du Maroc qu'à l'international. Parmi les mesures également de relance, donc la digitalisation du guichet unique, avec plusieurs objectifs derrière, l'amélioration des services rendus aux agriculteurs, la réduction des déplacements, l'allègement du processus de réception, l'amélioration de la gouvernance et de la traçabilité, ou encore donc, la digitalisation d'autres modules liés à celui-ci. Donc d'autres mesures également ont été élaborées pour un horizon court moyen terme, comme le rééchelonnement des dettes dues par les agriculteurs pour leur permettre de surmonter ces situations de baisse d'activité générées par la crise, ou encore l'adaptation du produit de garantie d'amal oxygène aux entreprises agricoles. Au niveau du domaine des eaux et forêts, certaines recommandations ont été faites, comme la revue des dispositions contractuelles donc avec les différents partenaires, adjudicataires, coopératives,
pour tout ce qui est en matière de délai d'exécution aux échéanciers de paiement, ou encore faire bénéficier les entreprises qui travaillent dans le secteur forestier de l'accompagnement et du suivi du programme intégré d'appui de financement de l'entrepreneuriat. Pour un horizon, on va dire un peu plus long terme, certaines mesures ont été suggérées, comme la poursuite de la structuration de la mise à niveau des marchés de gros, ou encore la mise en place d'une plateforme de commercialisation directe pour réduire l'impact justement qui existe au niveau des intermédiaires. Nous allons maintenant voir ensemble le secteur de l'industrie, du commerce et des services. Donc, quelques chiffres clés par rapport à ce secteur-là. Donc, par rapport au secteur de l'industrie, la région contribue à hauteur de 5,8% au niveau du PIB du secteur national. Le secteur de l'industrie contribue à hauteur de 11,3% au niveau du PIB régional et a généré en 2019 un chiffre d'affaires déclaré de 12,3 milliards de dirhams, avec une contribution à l'IS de 22,2%. Au niveau de l'export, donc les 4,2 milliards de dirhams chiffre d'affaires à l'export pour l'industrie de transformation, donc en 2019, donc près de la moitié, 45% pour le textile, le secteur du textile et du cuir. Donc la région compte aujourd'hui 1619 unités d'industrie extractive et manufacturière et emploie près de 43 000, on va dire, salariés, donc qui sont déclarés, affiliés à la CNSS à fin février 2020. Par rapport au secteur du commerce, donc c'est un secteur qui contribue au niveau de la région contribue à hauteur de 8,6% au niveau du PIB du secteur national. Le commerce représente 7,9% du PIB régional et a réalisé un chiffre d'affaires en 2019 déclaré de 23 milliards de dirhams, avec une contribution à l'IS forte de 29,5%. Donc la région compte un certain nombre d'unités commerciales, donc type centres commerciaux Pressadiette, la région en compte plus de 141, les grandes et moyennes surfaces spécialisées, plus de 36, des franchises, plus de 200 franchises, les marchés municipaux, environ une quarantaine, ainsi que les souks hebdomadaires. Le nombre de salariés déclarés employés par le secteur du commerce au niveau de notre région est de 26 200, donc le nombre de salariés officiels déclarés auprès de la CNSS à fin février 2020. Par rapport aux services, donc le secteur contribue, la région contribue à hauteur de 7,6% au niveau du PIB du secteur des services national. Les services représentent 5,9% du PIB régional et le secteur a généré 4,3 milliards de dirhams de chiffre d'affaires en 2019, avec une contribution à l'IS de 11,7%. La région compte environ 2570 entreprises qui opèrent dans le secteur des services, avec 32 500 salariés affiliés à la CNSS et déclarés à fin février 2020. Donc, quelques indications par rapport à l'atelier qui a été mené pour le secteur industrie-commerce. Donc 12 participants, 12 structures, quand les participants c'est structures, 12 structures ont participé à l'atelier de travail. Près de 8 calvas ont été renseignés et analysés par le CRI et 29 mesures ont été élaborées sur les horizons court, moyen et long terme. Par rapport au secteur de l'industrie, donc nous avons essayé de classifier les impacts par type de secteur, donc par type de sous-secteur ou de filière. Donc, par rapport à l'industrie de confection et d'habillement, il a été noté durant la période de crise, de confinement, un taux de 65% de fermeture, avec une perte d'emploi d'environ 14 000 emplois et une réduction des capacités de production de 90%. Donc il a également été noté une baisse du chiffre d'affaires entre 50 et 70% pour l'année 2020, selon les projections qui sont faites par les professionnels et par les différents organismes, étant donné que 80% du chiffre d'affaires de cette filière-là est réalisé entre la période de mars et juillet. Il a également été noté un taux d'arrêt d'activité de 85% pour les unités donc, du secteur entre mi-mars et mi-avril, avec une reprise progressive, notamment avec la fabrication des bavettes pendant cette période. Donc la reprise de l'activité a été faite à partir de début juin. Il a concerné 50% des entreprises de cette filière-là, qui ont récupéré entre 40 et 50% de leurs effectifs. Néanmoins, il a été noté une baisse de la production entre mars et mai de 80%. Mais malgré la reprise dans la base d'activité en juin, la baisse de la production a quand même été identifiée à 60%, notamment donc, à cause de l'obligation de réduction des effectifs imposée par les mesures de précaution contre le Covid-19. Donc avec un nombre d'effectifs réduits, des problèmes de mobilité, de transport, de distanciation, de réorganisation des postes de travail, etc. Donc, par rapport à l'industrie du cuir, donc les unités qui ont travaillé dans ce secteur-là
et qui ont des commandes avec des unités étrangères, donc ont été amenés à poursuivre leurs activités pour honorer leurs engagements, mais ont quand même noté un certain nombre de difficultés, notamment des problèmes d'approvisionnement en termes de matières premières à cause du confinement, de la fermeture des frontières, de la perturbation des chaînes logistiques, etc. Et donc la reprise a été amorcée à partir du début juin. 4 unités ont repris au niveau de la région qui opèrent dans le secteur de la maroquinerie destiné à l'export. Au niveau de la minoterie industrielle, donc la région compte 19 moulins industriels recensés. Ce sous-secteur a connu une augmentation de la production de 20% au début du confinement. Mais après, forcément, la minoterie industrielle a connu une baisse du volume d'écrasement de 30% en mai. Donc à cause de la consommation des ménages, les stocks ont été achetés au début du confinement, forcément avec le phénomène qui a été noté de surstock au début de la crise. Il a également été noté une baisse de la consommation de 50% en juin à cause des produits stockés toujours par les ménages, la fermeture des cafés, hôtels, restaurants, etc. Donc comme autre impact. Au niveau de l'industrie agroalimentaire à l'export, il a été noté 75% de fermeture dans la période de confinement avec on va dire des pertes temporaires ou définitives de 6 000 emplois, avec une réduction de 10% des volumes de produits destinés à l'export. Par rapport au secteur du commerce, donc l'impact général est assez fort, puisque les petits commerces ont connu un taux de fermeture de près de 90% durant la période de confinement, hors bien sûr alimentaire et autorisé pendant la période de crise. Il faut aussi noter que plusieurs catégories de secteur de commerce ne sont pas éligibles aux produits permettant d'avoir un soutien pendant cette période de crise. Pour les activités de commerce de gros, il a été noté enregistré un volume important d'impayés pendant cette période, une forte baisse de la consommation des ménages et une baisse de près de 50% des ventes. Donc l'accompagnement des acteurs du secteur informel pour intégrer le secteur formel, donc ça passe par des campagnes de formation, de sensibilisation, d'accompagnement pour les déclarations au statut d'entrepreneur, etc. Donc l'encouragement des campagnes de communication, la consommation du produit made in Morocco, la mise en place de zones d'activité qui vont être dédiées à l'innovation et à des unités qui travaillent dans le secteur informel. L'idée est de créer des zones d'activité dédiées pour ce type d'unité dans le cadre de l'accompagnement à la structuration. Ou encore la mise en place de lignes de transport pour les industriels ou éventuellement les faire bénéficier d'exonération pour l'importation des moyens de transport pour réduire le coût élevé du transport qui est remonté parmi les principales causes et freins des délais, la simplification des procédures administratives d'import, d'export et de dédouanement. Ou encore la mise en place sur un horizon long terme et plus au niveau national, donc d'infrastructures autoroutières par exemple pour relier Fès et Tétouan, notamment pour résoudre des problèmes de délai d'import et d'export pour les opérateurs locaux, ou encore l'accélération des processus de matérialisation des procédures administratives qui permettront justement d'avoir une réduction des délais au niveau du secteur de l'industrie. Concernant le secteur du commerce, il a été noté parmi les recommandations, la revue par exemple de conditions exigées par les différents programmes de relance, les programmes de financement, la revue des conditions dédiées aux entreprises, comme par exemple d'avoir un minimum de 5 ans d'activité, etc., donc un assouplissement par rapport aux conditions, ou encore par exemple la promotion du petit commerce, donc par des actions et des activités ciblées, comme des soldes, des journées découvertes, etc. Bien sûr, vous aurez l'exhaustivité des mesures dans le cadre du rapport qui vous sera transmis. Donc on arrive au niveau du dernier atelier qui est organisé, donc c'est l'atelier en rapport avec le climat des affaires. Donc juste pour faire un petit rappel de contexte, afin de mesurer la qualité du climat des affaires internationales, donc il y a un rapport établi par un organisme, le rapport Doing Business, qui est donc établi par le groupe de la Banque mondiale. Donc ce rapport permet d'avoir un classement des différentes économies de plusieurs pays et qui se base sur un certain nombre de critères. Donc, là, dans notre cas, c'est 10 critères qui sont utilisés. Et c'est des critères qui sont liés à la réglementation des affaires, du climat des affaires, qui vont être une réglementation qui va plutôt être favorable ou défavorable à l'activité commerciale. Donc l'idée, c'est de mesurer en fait le cadre incitatif qui existe au niveau de chaque pays
pour voir justement est-ce que chaque pays dispose d'un, on va dire, de climat favorable à développer le business. Donc au niveau mondial, les notes qui sont données aujourd'hui, au niveau mondial, le Maroc se place au niveau de la 53e position sur 190 pays. Donc ça c'est le classement Doing Business 2019. Donc, et comme je disais, il s'appuie sur un certain nombre de critères. Donc par exemple, 10 critères, on va rapidement les voir ensemble, par rapport aux procédures de création d'entreprise. Donc le Maroc se classe 43e, donc ce critère-là s'appuie notamment sur l'ensemble de la complexité des procédures de création d'entreprise, le coût qu'une personne doit on va dire, le coût de la procédure de création d'entreprise, les délais de création. Au niveau du critère d'obtention de permis de construire, le Maroc se classe donc 16e, et ce critère mesure donc, la complexité, les coûts, les délais, l'efficacité du contrôle de la qualité, des assurances, etc. Au niveau du critère de raccordement à l'électricité, donc l'idée c'est de mesurer l'ensemble des mesures et des procédures que doit accomplir une entreprise pour obtenir un raccordement électrique permanent dans le cadre de son activité. Donc ça mesure donc, la fiabilité de l'approvisionnement, les tarifs, les fréquences des pannes, les mécanismes qui sont mis en place par les opérateurs pour le rétablissement du service, etc. Donc le Maroc, à ce niveau de ce critère-là, se place 34e. Donc au niveau du transfert de propriété, c'est un critère qui mesure l'achat, on va dire les mécanismes d'achat d'une propriété d'une SARL par une autre, avec l'ensemble des procédures qui y sont liées, les coûts, les délais, etc. Donc le Maroc se classe 81e. Au niveau des autres critères, donc, il y a également des critères par rapport à l'obtention des prêts, donc avec les mesures de la facilité d'accès aux prêts, la qualité, l'accessibilité de l'information au niveau des crédits existants, etc. Donc le Maroc se classe 19e à ce niveau-là. Par rapport donc, à la protection des investisseurs minoritaires, donc c'est un critère qui mesure notamment on va dire, les mécanismes et les procédures qui existent en cas de conflit d'intérêts. Donc le Maroc se classe 37e. Au niveau du paiement des taxes et des impôts, le Maroc, c'est un critère qui mesure le nombre de taxes à payer par une entreprise, les démarches à accomplir, le respect des procédures post-déclaration, le temps nécessaire pour payer les différentes taxes et redevances. Donc à ce niveau-là, le Maroc se classe 24e sur 190 pays. Et on finit donc avec les 3 derniers critères qui sont les commerces transfrontaliers. Donc, critères qui mesurent les coûts, les délais en matière de documentation, etc. Donc, le Maroc se classe 58e. Tout ce qui est donc exécution de contrats qui mesure la qualité des procédures judiciaires, le temps et les coûts par la résolution d'un litige commercial. Donc, le Maroc se classe 60e. Et enfin, par rapport au règlement de l'insolvabilité, donc c'est un critère qui mesure la solidité du cadre juridique pour les procédures de liquidation et de redressement judiciaire. Donc, où notre pays se classe 73e. Donc un rappel pour les indicateurs clés de l'atelier, donc atelier qui a eu la participation de 14 organismes, l'organisation de 5 entretiens individuels, et ce qu'on a eu en output, c'est 25 mesures donc sur un court, moyen et long terme, au niveau régional ou national. Donc par rapport aux principaux impacts qui ont été mesurés par rapport au climat des affaires. Donc, pendant la période de confinement, il y a eu la suspension des services du tribunal de commerce, donc depuis le 20 mars. Date de mise en place de l'état d'urgence sanitaire, et donc qui ont forcément impacté le volet création d'entreprise. Les services du tribunal de commerce ont repris à partir de début juin 2020, et donc forcément toutes les procédures de création d'entreprise entre mars et fin mai 2020 ont été suspendues durant cette période. Et donc les services du guichet de création d'entreprise au niveau du CRI ont repris automatiquement dès la reprise du service par le tribunal de commerce. Donc ce qui a forcément abouti à un rallongement du délai de prise de rendez-vous pour le dépôt de dossier de création d'entreprise, donc à 3 semaines, donc en raison des mesures sanitaires existantes, donc la limitation du nombre de visiteurs, etc. Ce qui a également forcément abouti à un rallongement des délais de création d'entreprise et une baisse donc, du nombre de créations d'entreprise sur la période donc, de mars à fin mai, début juin, de 90%, avec une estimation de 1000 créations d'entreprises en moins durant cette période. Et donc forcément, ça s'accompagne par une réduction du nombre d'emplois créés, il a été enregistré sur cette période la création de 149 emplois dans le cadre de la création des entreprises, au lieu des 12 241 emplois qui ont été créés durant la même période en 2019. Par rapport à l'obtention des prêts, donc, il y a eu la mise en place d'un certain nombre de prêts pour favoriser la relance de l'activité durant cette période, notamment mis en place par la CCG au profit des entreprises de différentes tailles, TPE, PME, auto-entrepreneurs, etc. Donc dans le cadre de cet accompagnement au financement des entreprises, donc, il a été accordé 1,02 milliard de dirhams pour 3 949 bénéficiaires pour le crédit d'aman oxygène au niveau de notre région. Il a été également accordé 314 millions de dirhams pour 145 bénéficiaires pour le crédit d'aman relance
et environ 34 millions de dirhams au profit de 135 bénéficiaires dans le cadre du crédit relance TPE. Chacun s'adressant à un besoin spécifique rencontré par les entreprises. Donc les délais qui ont été enregistrés pour le traitement de ces demandes de crédit a été accéléré, puisqu'il n'a pas dépassé 2 jours, même parfois 1 jour pour le déblocage des fonds. Donc il a été également noté l'allègement, toujours pour l'obtention des prêts, des procédures administratives, tout ce qui est légalisation des documents, etc., pour faciliter le travail de crédit. Il a également été procédé à une large communication autour des offres de financement existantes au profit des entreprises. Sur le volet raccordement d'électricité, il y a eu la mise en place de cellules de permanence pour intervenir en cas de coupure durant cette période, mais aucune opération de raccordement à l'électricité n'a eu lieu, donc pas eu de perturbation importante. Par rapport à l'obtention des permis de conduire, il y a eu l'accélération de la mise en place du processus de digitalisation de la procédure d'obtention de permis de construire, comme on le sait tous avec la nouvelle plateforme OPAS, qui a permis justement cet effort-là. Donc, par rapport au commerce transfrontalier, il y a eu un impact positif par rapport aux délais et aux coûts hors droit de douane du commerce suite à l'adoption de plusieurs mesures conjoncturelles, donc parmi lesquelles la révision pendant la période de confinement à la baisse du taux de sélectivité des contrôles. Les taux ont été réduits de 6% à l'import et 7% à l'export, la dématérialisation de la procédure de gestion de la demande de franchise douanière, la généralisation du paiement électronique à toutes les créances douanières, l'acceptation de procuration communiquée par mail sans exigence de légalisation de signature, ou encore l'utilisation de la plateforme gouvernementale du bureau d'ordre virtuel qui permet d'éviter le dépôt des dossiers physiques. Ça, c'est parmi les mesures qui ont contribué justement à faciliter ces démarches pendant la période qu'on a vécue. Donc, par rapport au volet de règlement de l'insolvabilité, il a été constaté et enregistré une amélioration des délais de paiement des marchés publics antérieurs à 2020. Donc une amélioration de 10%, qui est passé de 35,41 jours à 31,87 jours. Il a également été enregistré une augmentation du volume des paiements, au niveau de l'État et des collectivités territoriales, de 51% durant cette période. Donc à travers un certain nombre de mesures, parmi lesquelles la suspension des crédits neufs pour l'année 2020, permettant au service de l'État et au service des collectivités territoriales de s'orienter vers les dossiers en instance des années antérieures, la publication d'une circulaire relative à la simplification de certaines procédures liées au marché public de l'État et des collectivités territoriales, ou encore il y a eu la poursuite de l'organisation de sessions de formation à travers des visioconférences au profit de plus de 200 entreprises. Donc on parle d'un certain nombre de partenaires et d'organismes, la CGR, la Chambre de commerce et d'industrie, etc., sur un certain nombre de thématiques comme la soumission électronique aux commandes publiques, tout ce qui est mise en place de la gestion documentaire, dépôt électronique de factures, tout ce qui est réclamation en ligne, etc. Par rapport aux mesures qui ont été proposées dans le cadre de cet atelier, il y a eu 25 mesures qui ont été proposées, parmi lesquelles, à un niveau court et moyen terme au niveau de la région, accompagner, mettre en place un dispositif de conduite du changement adapté auprès de différents partenaires et des communes pour la mise en place du nouveau système digital d'octroi de permis de construire, donc OPAS, ou encore par exemple le suivi, avoir un suivi, un reporting rapproché auprès des partenaires bancaires concernant l'octroi de crédit pour la relance et communiquer justement sur les réalisations auprès des différentes entreprises. La relance, ou encore par exemple la relance des travaux du comité régional du climat des affaires, qui avait été créé en 2017, ou la mise en place de nouvelles solutions de financement innovantes en dehors des crédits classiques qui existent aujourd'hui, comme notamment le capital risque. La mise en place, ou encore la mise en place d'un guide pratique au profit des entreprises sur les procédures de traitement des difficultés. Donc, guide qui peut s'inspirer du livre 5 du Code du commerce. Toujours sur un horizon court moyen terme, d'autres suggestions de la relance des travaux du comité régional suivi des délais de paiement, qui avait été lancé en septembre 2018, ou encore l'accompagnement de la TPE dans le développement d'une base de connaissances sur un certain nombre de modules de formation liés à la gestion financière, le management de risque, etc. Formations qui vont être disposées par l'OFPPT ou d'autres organismes. Au niveau national, certaines recommandations ont été faites, comme par exemple l'accélération de la publication des décrets d'application de la loi 88-17 qui est relative à la création de l'accompagnement d'entreprises par voie électronique, donc avec bien la mise en place de la plateforme de l'entrée. Donc le maintien du taux directeur actuel, donc de 1,5% afin de financer la relance de l'économie, ou encore par exemple la réduction des délais de séjour des marchandises dans l'enceinte portuaire et aéroportuaire pour fluidifier en mesure de processus. Sur un horizon, on va dire plus long terme, il a également été proposé par exemple le développement d'un réseau régional de business angels au niveau de la région,
Donc la présentation des différentes opportunités d'investissement à la nouvelle génération de MRE ou des jeunes diplômés justement pour lutter contre la fuite des cerveaux, ou encore par exemple l'incitation des administrations à l'application du décret 2.19.69, donc qui est relatif au marché public, des auto-entrepreneurs et de la PME et des coopératives. D'autres on va dire, mesures ont été également proposées au niveau national, comme l'accélération des processus de dématérialisation des procédures administratives. Nous allons maintenant nous attarder sur le bilan du CVE national au niveau de la région Fès-Meknès et rappeler un peu ensemble les différentes mesures qui avaient été adoptées par le CVE national, donc, parmi lesquelles, on ne les a pas toutes citées, mais parmi lesquelles l'octroi d'une indemnité forfaitaire aux salariés qui sont en arrêt provisoire de travail déclaré à la CNSS, le versement d'aide pour soutenir les ménages du secteur informel, le lancement d'un mécanisme de garantie pour les crédits bancaires en faveur des auto-entrepreneurs, ou encore le lancement des 2 nouveaux produits qui ont été lancés en juin de garantie pour financer le besoin d'encombrement des entreprises, donc relance TPE et la relance. Donc au niveau de la région Fès-Meknès, donc au niveau de la CNSS, donc des aides pour les salariés déclarés à la CNSS, donc 12 872 entreprises en ont bénéficié, soit 78 952 salariés déclarés pour le mois d'avril 2020, qui ont bénéficié donc de l'indemnité CNSS. À fin juin 2020, 3 949 entreprises ont bénéficié donc, du crédit d'amas d'oxygène, donc pour une enveloppe de 1,02 milliard de dirhams qui a été distribuée donc, sur la période, ce qui représente 11% du nombre de bénéficiaires au niveau national. Au niveau toujours des crédits, donc 145 entreprises ont bénéficié au niveau de la région, ont bénéficié du crédit d'amas de relance, donc pour un montant global de 314 millions de dirhams, ce qui représente 9% en termes de nombre des entreprises au niveau national et 8% des montants qui ont été distribués. Pour le crédit relance TPE, donc 135 entreprises en ont bénéficié au niveau de notre région, pour un montant global de 38 millions de dirhams, soit 11% des entreprises au niveau national et au niveau des montants à corps. Pour les auto-entrepreneurs au niveau de notre région, donc 364 auto-entrepreneurs ont pu bénéficier du crédit auto-entrepreneur pour un montant global de 4,7 millions de dirhams, soit 15% des montants alloués au niveau national. Et enfin, plus de 580 000 personnes qui relèvent du secteur informel ont bénéficié du fonds Covid-19, donc 60% ramidistes et 40% non ramidistes. Pour conclure, donc nous allons juste voir ensemble les prochaines étapes. Donc, comme nous l'avons présenté aujourd'hui, il y a une première solution, un premier bilan d'étape par rapport aux 5 secteurs qui ont été déjà, on va dire, organisés, pour lesquels l'analyse a été faite, pour lesquels nous avons présenté ces éléments de bilan. Donc, les prochaines étapes, ce sera donc de poursuivre les ateliers. Donc aujourd'hui, les derniers ateliers sectoriels ont été tenus, donc notamment celui du BTP. D'autres ateliers ont été tenus comme celui de l'emploi, de la formation, de la promotion de la région. Donc il reste 2 ateliers transverses à organiser et à tenir donc, dès la semaine prochaine, qui sont celui de la mobilité et de l'économie solidaire. Et nous finirons justement avec les ateliers provinciaux sous la supervision de messieurs les gouverneurs, justement au niveau de chaque province, pour pouvoir justement tenir compte de la spécificité et des besoins spécifiques de chaque région, de chaque préfecture et chaque province, pour pouvoir les intégrer dans le cadre de la feuille de route régionale. Donc l'objectif, c'est qu'à fin août au plus tard, la feuille de route régionale soit partagée avec vous pour qu'on puisse démarrer son départ. Je vous remercie.